Bienvenue sur le podcast qui fait sourire les cheveux gris. Ici, on vous donne les clés pour vieillir chez vous. Parce que rester chez soi, c'est un choix, un droit, un défi qui se prépare. Parce qu'on voudra tous vieillir chez nous. Et que la clé, c'est de bien anticiper. Avec ce podcast, on vous aide à y voir plus clair, avec bienveillance et bonne humeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui fait sourire les cheveux gris. Cet épisode est intitulé « Ma maison jusqu'au bout ». Aujourd'hui, avec Maureen, nous allons explorer les pistes de la perte d'autonomie, la dépendance et surtout les solutions à apporter pour vieillir dignement à son domicile. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure de l'épisode, la pluie nous tient compagnie. Parce que oui, on est en Bretagne, donc on s'adapte et surtout on s'empêche pas d'agir. J'espère que ça gênera pas votre écoute. J'espère aussi que vous êtes bien installés. Si vous êtes chez vous et que vous vous y sentez bien, je vous souhaite de pouvoir y vivre longtemps et en bonne santé. Mais si vous nous écoutez, vous avez aussi déjà conscience du coup que ça se prépare et que le risque, c'est peut-être de perdre en autonomie. Et même si c'est pas une fatalité, ça reste quand même une forte probabilité. Et pour être un petit peu plus clair sur ce qu'est la perte d'autonomie, je crois que Lucie vous a préparé la définition. Oui, moi aussi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je vais vous lire la définition parce que je ne vais pas l'inventer. La perte d'autonomie se définit comme l'incapacité pour une personne de décider et d'assurer seule certains actes de la vie courante. Liée au processus naturel de vieillissement, elle est due à des altérations aussi bien physiques que psychiques, car le cerveau vieillit aussi. Alors, il faut savoir que la perte d'autonomie, elle peut être évaluée à l'aide de la grille Agir. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Cette grille, elle a 6 points d'évaluation que je vais vous nommer. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce que ça représente. La cohérence, c'est la faculté à entretenir une conversation. L'orientation, faculté à se repérer. La toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination, le transfert et les déplacements intérieurs. Il faut aussi savoir que on confond des fois perte d'autonomie et dépendance. Tout à fait. La perte d'autonomie, elle se substitue à la notion de dépendance à travers la création d'une loi en juillet 2001. Et la dépendance, elle avait associé à cette notion de perte d'autonomie une surveillance régulière de la personne. Et je pense que ce que je vais pouvoir compléter, Lucie, c'est que cette loi donc de 2001, qui a amené à la fameuse définition que vous avez lue, Lucie, ça a créé derrière une allocation. Donc ça s'appelle APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc cette aide, elle peut être demandée, sollicitée auprès du conseil départemental pour toutes les personnes qui sont âgées de 60 ans ou plus. Il n'existe pas uniquement cette aide, il y en a d'autres plus. Aussi. Je pense notamment aux aides de l'ANA ou des caisses de retraite. Oui. Pour l'adaptation du logement notamment. Et donc cette adaptation du logement, il peut être sollicité par des propriétaires, mais aussi par des locataires. Oui, juste sous réserve que le propriétaire est d'accord avec les travaux à engager. Vous retrouverez notamment cette grille Agir dans la description de cet épisode. Nous venons de vous expliquer ce qu'est la perte d'autonomie. Elle est souvent liée du coup avec le fait de déménager dans un autre logement que l'on dit plus sécurisé. Et je vous propose de réfléchir maintenant, ensemble, aux situations qui peuvent conduire à ce que l'on nomme justement la perte d'autonomie. Pourquoi est-ce qu'on arrive à une perte d'autonomie ? Oui, en fait, ce que tu veux, c'est qu'on nomme un peu les principaux freins qui empêchent le maintien à domicile et qui caractérisent en fait cette perte d'autonomie. Tout à fait. Il en existe 4. L'environnement, les freins psychologiques, les freins physiques et les freins médicaux. Je propose qu'on commence par développer le premier. Ouais, ok. On peut parler des freins environnementaux.
Ça, ce sont des obstacles qu'on identifie assez facilement autour et dans le logement, en fait. Donc, autour du logement, ça peut être la localisation qui ne permet pas d'avoir accès à tous les commerces, par exemple. Et à tous les services, une pharmacie de proximité, une boulangerie, lorsqu'on vit trop éloigné de tous les services. Ou éventuellement loin des transports en commun aussi. Pour s'y rendre. Exactement. Et c'est l'avantage des villes ou en tout cas celles dans lesquelles on peut faire tout à pied, par exemple. Oui, c'est ça, un centre-bourg en tout cas, ou une agglomération, une plus grande ville qui permettent d'avoir la plupart des services à disposition, avec des commerces qui restent adaptés aussi, parce qu'on a aussi des commerces qui sont pas toujours... Enfin, maintenant, la loi l'oblige, mais... mais c'est compliqué, écoute, pour eux, donc tout le monde ne les a pas, c'est vrai. Donc là, on a parlé des freins plutôt extérieurs et les freins plutôt environnementaux internes. Ça va être des escaliers abrupts, une mauvaise luminosité qui met souvent en difficulté les personnes qui perdent de la vue. Et les espaces restreints où on a du mal à se retourner, à se déplacer. Ça peut être aussi, on en a déjà parlé, mais une salle de bain ou une chambre à l'étage. Ce qui implique de transformer, par exemple, son salon en nouvelle chambre à coucher. Mais effectivement, si on n'a pas de quoi se laver et se nourrir au rez-de-chaussée, ça devient compliqué. Oui, ça. Et puis même si c'est en rez-de-chaussée, on a aussi l'adaptation des équipements. Du mobilier, tout à fait. On pense souvent à la baignoire, mais même certaines douches ne sont pas adaptées à une perte de mobilité. Lever une jambe pour monter une marche devient compliqué. Les toilettes dans lesquelles on a du mal à se retourner, ce genre de choses. À s'asseoir, à se relever, effectivement. On a fait le tour des grands freins environnementaux. On va pas tous aller dans le détail pour les nommer, mais... on peut passer maintenant aux freins psychologiques qui sont du coup, eux, plutôt très invisibles. Et donc là, on pense directement à tout ce qui est isolement. Peu de personnes qui nous rendent visite, le sentiment de solitude, voire d'abandon. Ouais. Ça va être aussi ce qui va nous amener, ce qui peut nous amener par exemple à de la dépression. Oui, il y a tout ce qui est environnemental extérieur là aussi, qui est anxiogène, tout ce qui est la société et qui crée de l'anxiété en fait chez les personnes qui sont parfois seules ou parfois en couple, mais les personnes seules sont quand même plus sujettes à ce type d'anxiété. Si on a peu de contact avec nos voisins par exemple, le facteur qui passe plus, le manque d'action sociale, d'interaction sociale. Si on n'est pas, par exemple, si notre vie sociale est moins importante qu'avant, on n'est pas impliqué dans la vie associative, on peut facilement, mais ça peut arriver aussi suite au départ en retraite, voire tout simplement moins de monde. Ouais, donc ce facteur-là psychologique, il accélère le vieillissement du cerveau et ça fait que la personne peut se dégrader un peu plus rapidement et entraîner une perte de dépendance. Après, il y a aussi des freins psychologiques... de pouvoir entretenir sa maison tout seul. Des fois, on n'ose pas se l'avouer. Il y a des choses comme ça où il y a tout ce qui est déni de ce qu'on peut faire et pas faire dans la maison, quoi. C'est dur de se rendre compte, effectivement, de nos limites. Ouais. Et c'est pas facile à accepter. Et dur, effectivement, ouais. Et du coup, on arrive aux freins physiques parce que quand on parle d'entretenir sa maison, ça sous-entend les freins physiques que le corps n'admet plus, en fait, de faire certaines tâches ou certaines choses. On a moins de force qu'avant, on est moins rapide, ça prend plus de temps, on fait pas les choses aussi bien et aussi profond qu'avant. Parce que moins de muscles, parce que parfois des problèmes de santé, d'essoufflement, des maladies chroniques. Des souffrances, des douleurs articulaires, rien que ça. Moi, j'ai... Pincé. Ouais, je vois souvent dans mes clients des gens qui peuvent plus lever les bras parce qu'elles ont des douleurs dans les épaules et on n'y pense pas toujours, mais aller chercher les choses dans les placards hauts ou dans des grandes armoires, ça devient compliqué. Et après, on se met en danger parce qu'il faut monter sur un escabeau pour aller chercher. Donc si l'escabeau n'est pas sécurisé, on se retrouve avec des choses un peu compliquées. Quand on a un escabeau, là j'ai une anecdote qui me vient en tête. Une copine à ma grand-mère était montée sur une chaise, puis sur sa table à manger pour changer une ampoule. Mais forcément, elle est tombée en tout cas. Ouais, c'était risqué. Oui.
Après, Oui. du coup... Parfois, on est toujours un petit peu aventurieux quand même. Ouais, c'est ça, on se voit pas diminuer Oui, et c'est normal. On sait que on a tendance à sous-estimer notre âge physique par rapport à notre âge réel. On a une différence notable entre 10 et 15 ans quand même Tout à fait. psychologiquement. On se trouve toujours plus jeune que ce que l'on est Ouais, réellement. c'est ça. Et ça vaut à tous les âges, C'est ça. tous les âges la même chose. Dans ma tête, j'ai 20 ans, moi. Du coup, on n'ose pas toujours demander de l'aide non plus. Et les personnes qui nous entourent ne sont pas forcément au fait de ce qui est compliqué pour nous ou pas de faire. Donc, le soutien n'est pas toujours évident pour tout le monde. Et puis, c'est dur de trouver les bons mots pour dire à quelqu'un, bon, bah peut-être que t'es en train de... Tu peux plus faire les choses de la même façon. Ouais. C'est dur à dire et dur à entendre. Oui, c'est ça. La communication est pas facile. Non, c'est pas simple. C'est un vrai frein. Et puis, les derniers freins qu'on pourrait aborder, c'est évidemment la maladie. Ouais. Vraiment des maladies chroniques ou on pense surtout aux maladies mentales, c'est ça qui pose souci. On le verra dans des prochains épisodes que le placement dans les structures médicalisées, c'est souvent lié à la maladie quand même. C'est pas juste parce que la personne ne peut plus entretenir sa maison ou c'est quand même... Parce que ça, on a effectivement des solutions qui existent. Oui, c'est ça, on arrive à trouver. C'est quand ça touche à la tête que là, ça devient compliqué. Ouais. Et si on vous a, tout au long de cet épisode, qui certes, comme ça, n'est pas hyper réjouissant, mais important. Si, il fallait qu'on passe par là. Si on a fait cet épisode, c'était pour en arriver là maintenant, c'est quelles sont les bonnes questions à se poser pour anticiper la perte d'autonomie. Comme tu le dis si bien, Maureen, on a des bonnes questions à se poser dès maintenant. Alors, est-ce que ma maison ou mon appartement me plaît ? Déjà, c'est la première question. Est-ce qu'on se sent bien Est-ce que vous vous sentez bien chez vous ? Est-ce que je me sens bien chez moi et épanouie ? Oui, très important ça. Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes bien à l'endroit où vous êtes ? Oui, et puis l'environnement aussi. C'est-à-dire épanoui aussi dans son environnement social autour. Et ce type de question est à se poser. Est-ce que la configuration de mon logement est pratique ? Par rapport à comment est-ce que je vis aujourd'hui ? Est-ce que ça me convient ? Est-ce que tout est à la bonne hauteur ? C'est ça. Alors, pour ce type de questions, on peut faire des diagnostics comme nous on propose avec Maureen. Et on peut aussi se faire accompagner par un ou une ergothérapeute. Tout à fait. Qui peut vous accompagner sur des choses beaucoup plus pointues que l'aménagement global du logement. Parce que l'ergothérapeute, il sert aussi à aller chercher des objets du quotidien, en fait, pour vous aider. Ouvrir les conserves, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment très, très pointu. Combien de temps je souhaite vivre ici ? Oui, parce que la question, c'est est-ce qu'on s'y sent bien, mais est-ce qu'on a envie de rester ici ? Est-ce qu'on est assez proche de nos enfants, par exemple ? Est-ce qu'on voudrait s'en éloigner ? C'est toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre. Ouais, moi je me dis, tu dis combien de temps je voudrais vivre ici, mais 95% des Français, ils veulent vivre chez eux jusqu'au bout quand même. Oui, non. Est-ce que j'ai envie de déménager ? Est-ce que je me projetais déjà par exemple, je vis à Paris et j'ai envie de rentrer en Bretagne ? C'est plus cette question-là. Est-ce que c'est ici que vous souhaitez vieillir ou pas ? D'accord. Un déménagement, c'est quand même assez lourd. Plus on vieillit, plus c'est compliqué. C'est compliqué. C'est quelque chose à bien anticiper parce que c'est très long. Est-ce que l'environnement me plaît ? Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les bonnes relations de voisinage, les souvenirs, la proximité des lieux où je me rends habituellement. Est-ce que je me sens en sécurité ? Donc ça, cette notion de sécurité, on l'a pas tous. Enfin, je me rends compte que quand je vois les clients, ils se mettent quand même en danger sans même s'en rendre compte. Comme tu disais tout à l'heure, monter sur une chaise... on a tendance, mais moi la première, on a tendance à mal mesurer effectivement la notion de danger. Et après, se sentir en sécurité aussi, ça fait partie de pas se sentir isolé et de pouvoir appeler à l'aide quelqu'un rapidement. Il y a quand même toute une sphère autour de la sécurité. Il n'y a pas que la sécurité physique. On est sur une sécurité aussi... globale. Quel serait mon logement idéal ? Peut-être essayer de décrire son logement et voir si ça colle avec ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, c'est une question... je pense que c'est peut-être par celle-ci qu'on aurait pu commencer. Même vraiment, son logement idéal, on se pose rarement cette question. Et effectivement, c'est chouette de se poser, de regarder des photos, de regarder ce qu'ont nos amis et de se dire est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on s'était imaginé.
Oui, et puis peut-être de remanier un petit peu son organisation aussi, parce que Maureen, toi, tu parles beaucoup d'organisation dans ton travail. Je pense que le logement idéal, c'est pas seulement le logement lui-même, c'est la façon dont on y vit. Oui, tout à fait. Donc, revoir l'organisation et la praticité des rangements, et peut-être la déco, ça c'est possible aussi, pour se faire un cocon, pour pouvoir y vieillir à l'aise et se créer de nouveaux souvenirs avec les gens qui viennent vous voir dans ce logement et continuer sa vie tranquillement, j'ai envie de dire sereinement. Et il y a une grande question que j'aime bien poser quand même, c'est que feriez-vous si vous aviez un problème de membre cassé? Alors un bras ou une jambe c'est des fois plus significatif qu'un bras. Mais comment feriez-vous? Est-ce que c'est possible pour vous, après une hospitalisation, après une chute, de revenir chez vous? Et cette question-là, elle se pose à tout âge. C'est pas orienté vieillissement ou senior, c'est vraiment de se dire, est-ce que demain, je suis capable de rester dans mon logement avec un handicap, même temporaire, mais avec un handicap quand même? Je sais qu'elle n'est pas drôle à se poser cette question, mais elle est primordiale. Et je suis très contente, je vais faire un peu de teasing, mais on va vous proposer un épisode prochainement qui va vraiment parler autour de ce problème. Effectivement, si on s'est cassé un membre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question. Et à vous abonner du coup, parce que pour avoir l'épisode suivant... Et donc, pour répondre à toutes ces questions, on arrive toujours au cœur du sujet, il faut anticiper. Donc, ne pas attendre effectivement qu'on ait des problèmes de santé pour adapter son environnement. Non, parce que c'est hyper dur de réagir dans l'urgence. Alors que ce soit pour nous, mais alors souvent, c'est pas nous qui réagissons parce que c'est l'environnement proche, les aidants qui interviennent. Qui sont obligés d'intervenir. Et c'est vraiment... Et c'est source quand même de conflits, parce que c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu. D'inquiétude. Oui. Surtout. Comme on l'a pas anticipé, on n'est pas prêt. Il faut du temps parfois pour se faire à l'idée, pour accepter. Donc autant y penser en amont. Être maître de ses décisions. Donc ça veut dire ne pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Plus on élude les questions liées au vieillissement, moins il sera facile de s'adapter avec tranquillité, ou même d'accepter les changements qui viennent dans son corps et dans sa tête au fil des années. Et parce que c'est une réalité. Il faut pas éluder ça, on change. Oui, mais après, il faut rester positif. C'est pas 100% de la population qui finit en fauteuil roulant. Mais non, bien sûr. C'est là où je voulais en venir. Mais personne en rajeunissant. Bien sûr, mais là où je faut rester quand même nuancé. On peut rester actif et vieillir chez soi si on est lucide sur nos capacités à être tout seul et à faire les choses et à anticiper ce qui peut arriver. Mais l'honnêteté, je pense, c'est la chose la plus difficile à avoir envers nous-mêmes. C'est ce que je demande toujours à mes clients quand on fait le tri. Donc bien souvent, c'est quand même le tri de leur vie. Et c'est ce que je leur dis toujours, soyez honnêtes envers vous-même. Et on va vraiment travailler pour y arriver. Et c'est compliqué, c'est un vrai travail sur soi-même. Alors aussi, on peut faire un peu de teasing parce que on sait qu'on va vous proposer un épisode où on parle du tri d'une vie et de quelle importance ça a dans la vie. Parce que on n'est pas tout seul et parce que laisser toute sa vie à trier à ses enfants, c'est pas toujours évident. Ouais. C'est chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Mais si on en parle, la réalité c'est que personne n'a envie d'avoir cette charge. Donc est-ce que vous avez envie de la laisser? Ça c'est votre décision et c'est pas nous qui vous jugerons. Mais faire le tri de sa vie, c'est, de mon point de vue, un sacré acte d'amour. Oui, et si c'est quelque chose qui vous interpelle dans notre message, vous aurez prochainement du coup un témoignage très touchant. Enfin, je trouve que vraiment, elle a été touchante, Annie, dans son témoignage. Et donc, je vous invite à le découvrir dans les prochaines semaines parce que vraiment, elle parle de ça avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de sincérité. Du coup, on peut quand même terminer en disant que anticiper, c'est se rassurer, c'est pas se laisser déborder non plus.
et ne pas se retrouver dans l'urgence pour se maintenir à domicile coûte que coûte. Parce que en fait, il y a des choix qui peuvent être faits avant et en intégrant vraiment tout ce qu'on a dit dans cet épisode-là sur les freins, sur la façon dont on vit dans notre logement. Eh bien, rester chez soi, ok, mais où et dans quel logement dans quelles conditions. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Ça nous motive à continuer. Si vous aimez, laissez-nous un avis. Écrivez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Vous avez un lien dans la description du podcast où vous retrouverez nos réseaux sociaux et notre travail au quotidien. Nous sommes curieuses de savoir si nos échanges ici alimentent vos réflexions personnelles et si ça a un impact sur votre quotidien. Nous vous remercions par avance de parler du podcast autour de vous. Votre contribution permettra à plus de cheveux gris, blancs, roux ou blonds même, de nous écouter. Si vous souhaitez plus de conseils, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux et lors des conférences prévues au printemps 2024. À très bientôt!